Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Je dis jamais bonjour, mais je me dis qu'il serait peut-être temps d'être poli au bout de 4 ans. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ce que j'ai lu récemment. Aujourd'hui j'avais envie de faire voilà, un petit update où je vous montre ce que j'ai lu ces dernières semaines. Deux de ces bouquins, vous les avez vus dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, je crois. Mon petit book haul, pas du printemps, forcément, du coup, puisque je vais les lire, donc je vais en parler une fois qu'ils sont lus. Vous allez voir tout ça. Et le graphique que je vous présente et que j'ai lu à la fin du mois de mars, c'est Les Dames de Kimoto de Cyril Bonin. C'est aux éditions Sarbacane. Le truc est immense, ça fait 2 fois ma tête. Hein. J'avais flashé sur la couverture en librairie puisque depuis que j'ai lu La jeune fille et la mère de Catherine Meurice, j'ai envie de rester dans ce genre de vibe de BD qui se passe au Japon avec de très beaux dessins qui illustrent la nature japonaise. Et je n'ai pas été du tout déçue puisque j'ai eu ces magnifiques dessins. Le trait de crayon de Cyril Bonin est magnifique, je trouve. Les couleurs dans ces tons de rose, de vert, c'est tellement beau. Et l'histoire était elle aussi hyper intéressante puisqu'on suit 3 femmes japonaises sur 3 générations différentes. Quand l'histoire commence, on suit Anna, qui est une jeune fille qui a grandi dans la tradition, mais quand même avec une petite touche de modernité, puisque comme son frère, elle a eu le droit, l'honneur de faire des études. Et on lui a également réservé le privilège de choisir son époux, puisqu'à l'époque, c'était en tout cas pour ce genre de famille voilà, très traditionnelle et assez aisée, on pratiquait des mariages arrangés. Et on va suivre donc Anna dans sa nouvelle vie, chez son époux, chez sa belle famille. Elle quitte sa famille à elle pour aller vivre sa vie de femme mariée, sa vie d'épouse. Et elle va avoir des enfants qu'elle elle va élever dans la tradition voilà, la plus stricte, puisqu'elle va avoir une fille également. Et elle ne va pas être très enchantée à l'idée que sa fille aille faire des études à Tokyo notamment, ou à Kyoto, je ne sais plus, mais en tout cas dans une grande ville. Elle a une fille qui pour le coup ne lui ressemble pas du tout, parce que là où Anna est très, encore une fois, traditionnaliste et attachée aux vieilles valeurs du Japon et aux vieilles valeurs de la famille. Sa fille est complètement en avance sur son temps et elle est complètement féministe. Elle veut aller faire des études, elle veut pas aller étudier la composition florale ou l'art de prendre soin d'une maison. Elle veut faire de vraies études, elle veut renverser le patriarcat. Bref, vous voyez qu'on est sur 2 générations déjà qui sont très différentes alors que quelques années à peine les séparent. Et c'est hyper intéressant parce que on voit que finalement d'une génération à une autre il peut y avoir de tels fossés parce que le monde change extrêmement vite et le début du XXe siècle c'était une époque hyper charnière. Il s'est passé tellement de choses au Japon mais dans le monde en général. Et donc on suit ces femmes qui sont extrêmement différentes mais qui font partie de la même famille et qui doivent quand même essayer de se comprendre, de s'apprivoiser, en tout cas de se tolérer. Et puis ensuite on suit une 3e génération puisque, encore une fois, la fille de Anna donne naissance à une fille. Et c'est très intéressant de voir les liens familiaux, de voir comment les liens familiaux peuvent être dissous ou au contraire renforcés en fonction de ce qui se passe dans notre vie, en fonction de ce qui se passe dans notre pays, dans notre monde, et aussi en fonction de ce en quoi on croit et de ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Bref, c'était une très chouette BD je trouve sur la famille, sur les traditions, sur la façon aussi dont parfois il faut évoluer avec son temps et il faut s'adapter. C'était plusieurs tranches de vie dans la vie de ces 3 femmes qui ont eu des vies complètement différentes, même si elles ont toujours été liées. En tout cas c'était un chouette moment de lecture et comme je vous disais en plus j'en ai pris plein les yeux parce que perso je trouve le style graphique extrêmement beau. Par contre c'est une blague,
déjà dans ma dernière vidéo les tondeuses, les machins là, mais là non. Ok, donc là c'est même pas une tondeuse, c'est un tracteur qui est en bas de chez moi. Et non, je n'habite pas en pleine campagne. Je sais pas si ça va s'entendre à la caméra. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'arrête cette vidéo, je la reprends plus tard quand il aura fini? Ça a l'air d'aller. Il est pas vraiment sous ma fenêtre en vrai, ça va. Bon. Passons au roman. Vous l'avez vu dans mon vlog du printemps, je crois que j'ai appelé ça comme ça. Je m'étais acheté Galante de V.E. Schwab. C'était sa toute dernière parution. Je l'ai lu en VO parce que je lis V.E. Schwab en VO, notamment avec Cassidy Blake. Et il est déjà sorti en français. Ils sont sortis soit le même jour, soit à quelques jours d'écart. Donc ça c'est trop cool franchement pour le lectorat francophone. Je ne savais pas grand chose de Galante si ce n'est qu'on suit une jeune fille qui est orpheline, qui n'a jamais connu sa famille, qui vit donc dans un orphelinat plutôt glauque et qui un jour reçoit une lettre d'un de ses oncles l'invitant à rejoindre son manoir. Manoir contre lequel sa mère l'a toujours mise en garde, puisque la seule chose qui lui reste de sa mère, ce sont... non, il n'y en a qu'un seul, c'est un carnet, un genre de journal intime. Et là-dedans, sa mère écrivait ses pensées, un petit peu... Ok, là il est sous ma fenêtre. Pourquoi faire en plus pour couper l'herbe alors qu'elle était trop mignonne et qu'il y avait plein de pâquerettes de partout? Bon, faut qu'on fasse une pause là, c'est pas possible. Bon, je suis désolée pour cette vidéo chaotique. C'est insupportable. Voilà pour le pitch de Galante. Je me suis dit que ça allait être plutôt cool. En même temps, j'avais pas vraiment d'attente puisque je savais pas grand chose à part ce pitch un petit peu vague. Comme dirait Louis, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Galante, galante, galante. Que dire, que dire, que dire? Que de répétition, que de répétition, que de répétition. C'était fatigant. C'était fatigant, c'était fatigant. Pour être très franche avec vous, je ne trouve pas que Galante c'était une franche réussite. Tempérons mon propos quand même parce que c'est très horrible dit comme ça. Ce n'est pas un mauvais livre, mais il m'a manqué beaucoup. Il m'a manqué beaucoup dans cette lecture. Je pense que déjà le problème principal, c'est peut-être que il me semble que ce roman est estampillé plutôt young adult. Personnellement, la différence entre young adult et adulte, je m'en fous un petit peu. Parce que pour moi, le young adult, voilà, qui parle de gens qui ont, je sais pas, entre 18 et 25 ans, bon, je considère comme des adultes. En revanche, la différence entre jeunesse et young adult ou adulte, là, est plus marquée. Et du coup, je suis entrée dans ce livre en pensant que j'allais lire quelque chose d'un petit peu plus adulte que Cassidy Blake, puisque dans Cassidy Blake, on a une héroïne qui a, je pense, 12 ou 13 ans. Pour le coup, là, c'est des livres qui sont vraiment jeunesse. Quand vous les achetez à la librairie, ils sont au rayon jeunesse. Et dans Galante, on a une héroïne de 16 ou 17 ans, donc elle est un petit peu plus mature. C'est quand même jeune, hein. Mais je pensais qu'on était sur un récit plus mature, voilà. Je vais péter un câble. Bon, est-ce qu'on va réussir à tourner cette vidéo? Il est où le bouquin là? C'est pas facile aujourd'hui, hein. Bon, j'ai carrément pris une pause. J'ai mangé un petit croissant. Ça se trouve maintenant je vais avoir des miettes plein partout. Qu'est-ce que je disais de Galante? Je ne sais plus. Que oui, du coup ça se lisait plus comme de la jeunesse alors que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus adulte. Également, je me suis dit, V.E. Schwab a un truc quand même avec les histoires de fantômes, les histoires de voile entre la vie et la mort, de monde des vivants et de monde des morts. Et au final, même si c'est différent de Cassidy Blake,
j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu Galante. C'est très bizarre à expliquer. Ça ne m'apporte rien de nouveau, rien de très original. J'ai trouvé que ça manquait cruellement d'enjeu. Et pour moi, c'est un récit qui aurait pu être hyper puissant et hyper impactant et beaucoup mieux réussi, à mon humble avis, mais franchement, je vais être honnête avec vous, si ça avait été une nouvelle. C'est un roman qui est pas très long. Il fait à peine 300 pages et en plus, il est entrecoupé de petites parties avec voilà, des journaux. Ça se lit vraiment très vite et c'est vraiment assez court. Et pour autant, je trouve que c'était déjà beaucoup trop long par rapport au peu d'enjeux qu'il y avait. Et je me suis vraiment dit, putain, dommage, ça aurait pu être une nouvelle sombre et un peu bizarre, un peu tortueuse à la Angela Carter, mais un peu plus pour la jeunesse. Pour moi, c'est un truc, ça aurait fait 50 ou 60 pages, ça aurait eu tellement plus d'impact. Soit on gardait cette histoire et ce peu d'enjeux, perso je trouve, et on en fait quelque chose de très court et qui va être rythmé et qui va être voilà, un peu plus économique au niveau du nombre de mots, mais dans ce cas, je trouve plus impactant. Je me prends trop pour une éditrice, wesh. Soit on pouvait garder un roman comme ça de 300 pages qui, en soi, voilà, n'a rien d'une brique. Mais pour moi, il me fallait plus d'enjeux, il me fallait un déroulé moins monotone en fait, parce que j'ai trouvé ça assez monotone, j'ai trouvé ça plutôt sans surprise. Je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas pour moi. On a une héroïne d'ailleurs, je l'ai pas encore mentionné, qui est muette. Et au début c'est présenté comme quelque chose d'un peu mystérieux, on se demande s'il y a une raison à son mutisme, si je sais pas, elle a été maudite, si ça a un rapport avec sa mère, avec ses parents. Et finalement j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment pas exploité, non pas qu'il faille exploiter le mutisme d'une personne, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si V. Schwab s'était dit: ah, faudrait que je trouve un moyen de couper mon personnage du monde. Comment je peux faire ça? Ah bah tiens, on va dire qu'elle sera muette et que personne dans son entourage ne sait signer. Comme ça, elle sera complètement isolée. Et franchement, à part le personnage d'Edgar, donc au manoir Galante, qui sait signer mais qui daigne à peine le faire pour donner à Olivia quelques informations, j'ai vraiment eu voilà, la sensation que l'autrice a voulu faire de son personnage une jeune fille muette juste pour qu'elle soit isolée, pour qu'elle ait voilà, une espèce de colère enfouie en elle qu'elle ne peut pas extérioriser par la parole, et pour que elle galère en fait, pour qu'elle galère. Et je sais pas, je trouvais ça un petit peu maladroit. Et du coup voilà, on se retrouve avec des personnages qui n'ont quasiment aucune interaction entre eux. Ça donnait voilà, ce sentiment d'aliénation qui, encore une fois, je pense était fait exprès, mais qui à aucun moment n'a été vraiment renversé. Je trouve que ça a encore apporté à ce côté un peu monotone et un peu répétitif, un peu genre oh. Au niveau du style, eh bien je vais pas vous mentir, encore une fois, j'ai trouvé ça assez agaçant. Je l'ai lu en anglais, je ne sais pas du tout ce que ça donne en français. Il y a ce truc de répétition, c'est genre c'est pas possible. Beaucoup de répétitions, voilà, pour donner cet effet un peu d'emphase ou de je sais pas, de mystère, de oh mon dieu il va se passer un truc. Mais je trouve ça juste agaçant. Le journal de la mère d'Olivia, c'est fait pour qu'on ne sache pas si sa mère était totalement saine d'esprit. Sur la fin de ces journaux en tout cas. Mais je me dis, même quelqu'un qui n'est pas très sain d'esprit n'écrit pas comme ça. Des phrases qui n'ont ni queue ni tête, des ratures. Je l'ai aussi un petit peu écouté en audio, j'aime bien faire ça parfois avec la VO. Le narrateur était très chouette, mais j'ai trouvé que parfois ça ajoutait encore plus à mon agacement parce que c'est très bien fait en audio. Et par exemple sur cette page là, vous voyez, il y a des ratures de partout. Il y a plein de répétitions,
c'est insupportable. Et donc en fait en audio, le narrateur il lit tout et ensuite il y a un bruitage de rature. Et donc quand t'as des pages comme ça, c'est en mode machin nanana, nanana nanana. On dirait que je vais lâcher un molar. Oui, c'est pour donner ce côté oh là là, elle était peut-être un petit peu tarée sur la fin de sa vie. Mais est-ce que j'ai trouvé ça bien fait? Personnellement, bah non, pas trop. Olivia, 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 I have been whispering the name into your hair, so you will remember. Will you remember? I don't know, I can't. They say there is love in letting go, nanana. Et encore, Olivia, Olivia, Olivia. Remember this, the shadows cannot touch, are not real, the dreams are only dreams, can never hurt you. Enfin, c'est complètement décousu. C'est complètement... c'est comme mes cheveux quoi. Après je vais pas vous dire que j'ai passé un mauvais moment, je me suis laissée transporter dans cette ambiance. J'ai beaucoup aimé ce côté voilà vieux manoir, grinçant, rempli de fantômes. J'ai bien aimé cette ambiance mystérieuse, mais ça ne m'a pas... It didn't deliver, you know. C'est vrai qu'après une série comme Cassidy Blake qui fonctionne très très bien, qui est super rythmée, on a des bouquins un petit peu plus courts, on a une héroïne un petit peu plus jeune et un style qui se prend un peu moins la tête, qui essaie pas d'en faire trop. Et pour autant on reste dans les mêmes thèmes, les fantômes, le voile entre les vivants et les morts, et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Je sais pas, là j'ai eu l'impression que c'était vraiment très vide. Vous voyez ce que je veux dire? Passons à Semiosis de Sue Burke, que j'ai littéralement dévoré puisque c'est un roman donc, qui fait en poche 525 pages et dont j'ai lu je pense les 400 premières pages en 2 jours. Et je l'ai terminé hier et ben, je suis un petit peu mitigée aussi. Dans Semiosis, on suit une colonie de terriens qui se sont expatriés loin de la Terre pour aller sur une autre planète qu'ils ont appelée Pax, une planète sur laquelle il est possible pour des humains de vivre. Quand ils sont partis, ils étaient une 50aine et quand ils arrivent, en tout cas qu'ils commencent à bien s'établir, ils ne sont plus si nombreux que ça, je pense qu'ils sont une 30aine parce que voilà, il y a eu des accidents, il y a eu des maladies, il y a eu des blessures, bref, certains d'entre eux ont été un petit peu décimés, c'est le cas de dire, et quand l'histoire commence, on est à l'an 1 de leur colonisation et on suit donc la première génération de ces colonisateurs finalement. Leur but c'était de délaisser la Terre et ce monde pourri hein, qu'on connaît, de délaisser les injustices, les inégalités, l'intolérance, de laisser derrière eux la pollution, le racisme, bref, tout ce qui gangrène notre monde et tout ce qu'on aimerait bien éradiquer, je pense, quand on est quelqu'un de bien en tout cas. Et donc les mecs se sont dit, eh bien, rebâtissons un monde, rebâtissons une civilisation sur de meilleures bases, sur un esprit communautaire, inclusif, tolérant, sur une autre planète. Jusque-là, plutôt cool, prémisse assez classique pour un roman de comment on appelle ça? Un roman de gens quoi, qui vont vivre sur une autre planète. Mais très vite on s'aperçoit que finalement les humains c'est des gros galériens sur Terre, mais c'est aussi des gros galériens où qu'on aille en fait. Ce qui m'a désarçonné dans Semiosis, c'est que l'autrice a consacré de très très longs chapitres à différentes générations. Donc le premier chapitre suit la première génération, c'est vraiment un récit d'implantation, de découverte, de galère aussi. Et ensuite, page 59, voilà, donc on a un chapitre qui fait un petit peu plus de 50 pages. On est en l'an 34 et on suit la deuxième génération. On suit une des filles de ces premiers colons. Et en fait, la première moitié du bouquin, c'est vraiment juste des gros chapitres qui finalement peuvent presque se lire comme des nouvelles, dans lesquelles on suit à chaque fois une génération différente. Et ensuite, on s'attarde un petit peu plus
sur une même génération, en tout cas sur une même temporalité. À partir de l'an 100, 106, 107, un truc comme ça, on suit vraiment pendant beaucoup plus longtemps à peu près les mêmes personnages. Et ça, c'est ce qui m'a désarçonné en premier, puisque finalement, quand le premier chapitre commence, on a donc cette narration à la première personne, et je me dis, bah cool, on est directement dans la tête d'un de ces personnages, et on va suivre son point de vue, ses émotions, tous ses ressentis, tout ce par quoi ces nouveaux citoyens vont passer. Et puis après, on passe directement à un autre personnage et on n'entend plus beaucoup parler des personnages de la génération précédente. D'un côté, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est assez... Enfin moi j'ai assez rarement vu ce parti pris et c'est génial de se dire ok, ils sont arrivés avec ce but, mais voyons voir comment ça va se passer sur une longue période de temps. Et c'est très intéressant parce qu'on a ce prisme qui est hyper large et on voit vraiment l'évolution au fil des années, au fil d'une bonne centaine d'années. Donc c'est un peu comme lire un manuel d'histoire finalement, mais du coup il m'a manqué ce que moi j'adore quand je lis un roman. Quand je lis un livre, je lis à propos de gens. Et ces gens, ils m'intéressent. J'aime savoir ce qui leur passe par la tête. Je trouve qu'on avait des personnages qui finalement n'avaient pas tant d'émotions que ça, j'ai l'impression. C'était assez distant, c'était assez froid, c'était assez factuel. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont là pour construire une nouvelle civilisation ? Ils ne peuvent pas vraiment se permettre de prendre en compte les états d'âme des uns et des autres, puisqu'ils doivent œuvrer ensemble pour le bien commun. Et si toi t'es pas content parce que tu aimes pas telle ou telle nourriture qu'on te sert, en fait tu fermes ta gueule, parce qu'on n'a pas le choix et que on n'est pas là non plus pour s'attarder sur les émotions et les sentiments, et qu'en fait on est là pour construire quelque chose, pour bâtir quelque chose qui va prendre énormément de temps, énormément d'efforts, et que forcément il va falloir faire des sacrifices. Donc est-ce que c'est pour ça finalement qu'on a des personnages qui sont très, j'allais dire froids, mais c'est pas vraiment ce mot là, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ne s'attarde pas sur les grands élans de passion, de colère, de tristesse ou de joie qui font de nous en fait des êtres humains, alors que finalement on se rend compte que ces gens qui sont venus pour un monde meilleur sont exactement comme nous. Il y a des jalousies, il y a de l'envie, les gens se marient, les gens divorcent, les gens ont des enfants, donc ils vivent comme nous. Ils ne se sont pas départis de leurs émotions sous prétexte que ils sont là pour construire une nouvelle civilisation. On sait tout ça, on sait que des gens meurent, on sait que des gens sont tués, on sait que des gens assassinent d'autres personnes. Et finalement, à part à quelques moments de l'histoire, on ne s'attarde pas trop là-dessus. J'ai beaucoup aimé le début du roman où on s'aperçoit que, forcément, comme c'est une autre planète, cette planète a sa vie propre, a des espèces animales qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous, à des espèces végétales qui sont également très différentes des nôtres et qui posent des enjeux, des problèmes, et voilà, on a tout un environnement avec lequel il faut travailler, dans lequel il faut s'adapter, et ça j'ai adoré au début, toute cette découverte. Mais assez rapidement dans le récit, j'ai été un petit peu perturbée, puisque donc au début on découvre tout ça et en même temps au bout d'un moment dans le récit il est fait mention d'espèces végétales notamment qui sont totalement terriennes, genre d'ananas, de bambou, de pommes de terre, de noyer et tout ça. Je me disais mais est-ce que j'ai raté un truc? Est-ce qu'ils ont importé des trucs qu'ils ont plantés? Est-ce que c'est des espèces différentes mais qu'ils ont nommées avec des mots que eux connaissaient déjà, mais en même temps c'est des générations futures qui n'ont jamais connu la Terre, donc pourquoi? Enfin, ça j'ai trouvé ça un tout petit peu incohérent. Je sais pas si c'est vraiment moi qui ai raté un épisode ou si vraiment il y a des ananas sur cette planète.
Après ce début qui était hyper engageant et très excitant, voilà, il y a cette excitation de la découverte et de la nouveauté et de qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont faire, parce qu'ils sont tellement dans la merde, ils arrivent, ils sont quand même 30. Je me dis mais déjà, tu veux rebâtir une civilisation, vous partez, vous êtes que 50, vous arrivez, vous êtes plus que 30. Il aurait peut-être fallu amener un vaisseau, un plus gros vaisseau quoi. Ça aussi encore une fois, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu bizarres, genre à un moment donné on suit une génération où la plupart des hommes ont des problèmes de fertilité et il y a notamment un gars qui lui genre est super fertile et il a engrossé toutes les femmes de la colonie. Et là je me suis dit c'est bizarre, on va peut-être du coup parler de problèmes de consanguinité puisque c'était au début, donc ils étaient encore pas si nombreux que ça. Je me dis ça veut dire que tous ces descendants là, ils sont du même sang, ça va poser des problèmes ensuite, des problèmes de génétique. Et ça n'est pas du tout mentionné. Moi je sais pas s'ils ont tous eu du bol ou si voilà il y a eu des soucis mais qu'on ne nous en a pas parlé. Plein de petites choses comme ça où je me suis dit ah putain c'est dommage, j'aurais aimé qu'on en parle plus, j'aurais aimé qu'on y aille un petit peu plus en profondeur parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et il y avait plein de choses qui sont restées un petit peu en suspens, plein de curiosités qui n'ont pas été plein de questions qui n'ont pas été répondues en fait. Et du coup ouais, passé cette première moitié, j'ai commencé un petit peu à trouver que c'était long, que ça n'avançait pas beaucoup. Il y a notamment un moment où les générations futures font une découverte assez incroyable et je me suis dit là le récit va basculer, on va apprendre des trucs de malade et au final les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Ça c'est intéressant puisque la vie n'est pas toujours ce qu'on croit qu'elle va être. Même après que tout a été résolu et que finalement le bouquin se termine, je me suis dit ah putain j'avais plein de questions. J'avais plein d'interrogations et finalement j'ai pas trop eu mes réponses. En gros, parce que quand même je parle beaucoup de négatif là, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, j'ai vraiment passé un bon moment, comme je vous dis je l'ai dévoré donc ça veut tout dire. D'ailleurs je pense que pour les personnes qui n'auraient pas lu ou très peu lu de la science-fiction, ce Miosis c'est pas mal puisque on n'est pas à fond dans l'aspect scientifique, pardon, c'est écrit très simplement, il n'y a pas de concept spécialement difficile à comprendre. Donc peut-être pour un premier essai en science-fiction, c'est pas mal du tout je pense. Et donc comme je le disais, c'était une bonne lecture, je me suis laissée embarquer. C'est vrai que j'en avais beaucoup d'attentes et c'est peut-être pour ça aussi que je suis un petit peu déçue. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de potentiel. Juste moi voilà, j'y ai pas trouvé exactement ce que je souhaitais. J'aurais aimé un petit peu plus d'affect. Voilà, c'est ça que j'aime en fait. En tout cas, c'était sympa, c'est pas le coup de cœur auquel je m'étais attendu, mais c'était chouette. J'ai plus de batterie, c'est une blague. Bon, je n'en peux plus, cette vidéo est chaotique. Je suis debout, ça ne va plus là, c'est plus le même cadrage. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis debout depuis 8 h du mat pour tourner cette update de 4 livres. Non, ça va pas. Attendez, c'est là que ça va pas, voilà. Hop. Et ouais, l'univers me met clairement des bâtons dans les roues. On ne va pas se décourager. Je pense que la lumière a changé parce que ça fait 3 heures que j'ai commencé cette vidéo. Hein, le soleil là, il m'aveugle. Tout ça pour vous parler, en plus de ma meilleure lecture de cette update. Je vous parle du livre de Collie. Non, les épreuves de Collie. C'est la suite du livre de Collie de M.R. Carré, c'est sa trilogie Rempart toujours aux éditions La Talente, que je leur avais demandé en SP, comme je vous ai dit dans mon petit book haul, et encore merci à eux d'avoir accepté de
de me l'envoyer. Non, je suis allée le chercher, mais voilà, vous avez compris. Les épreuves de colis, c'était tellement bien. Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce tome puisque c'est un deuxième tome, mais dans le livre de colis, on suivait Colis, donc qui est notre personnage principal. C'est un jeune garçon qui vit dans une petite communauté de ceux qui restent de l'Angleterre, puisque on est dans un univers complètement post-apo, mais genre tellement post-apo, c'est post-apo, que limite au début tu comprends même pas que c'est du post-apo, c'est juste une civilisation, une société, un monde tellement différent, tout a changé. Plus rien n'est semblable à ce qu'on a connu ou presque. On a des communautés donc d'habitants qui se sont retranchés derrière des palissades puisque la nature est hostile, la nature est dangereuse, les arbres peuvent vous tuer, il y a nombre d'animaux sauvages qui ne feront qu'une bouchée de vous. Et on suit le village dans lequel a grandi et vivra certainement toute sa vie Colis. Cette phrase n'était pas française. Village dans lequel nous avons certaines personnes plutôt privilégiés qui ont accès à une technologie très ancienne pour eux et qui pour nous ressemble plus à une technologie actuelle qui leur permet de protéger leur village. Et c'est ces personnes qu'on appelle des remparts. Bref, on a vraiment cette espèce de fossé entre une technologie presque oubliée que seules certaines personnes peuvent maîtriser et en même temps un retour vraiment presque au Moyen-Âge dans leur façon de vivre. Et Colis nous raconte son histoire à la première personne depuis sa jeunesse jusqu'à un événement qui bouleverse sa vie, qui bouleverse son village et qui bouleverse toute la compréhension qu'il avait de son monde. J'ai déjà parlé du premier tome dans mon update de l'hiver justement et je vous avais dit que ça avait été une bonne lecture mais que j'avais mis vraiment du temps à rentrer dans l'histoire à fond et j'avais trouvé la toute fin très prometteuse et en tout cas qui ouvrait vraiment tout un pan de l'histoire, tout un pan du monde et qui changeait tout. Vu que le premier tome se termine vraiment en cliffhanger, je savais à quoi serait consacrée l'espèce de quête de ce deuxième tome et j'ai vraiment pas été déçue, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus rythmé, qu'il y avait beaucoup plus d'action. Le rythme est aussi beaucoup plus intéressant ici je trouve puisqu'on suit Colis comme pendant le premier volume, mais on suit également le point de vue d'un autre personnage qui n'est pas avec Colis et donc on a deux visions de deux endroits différents. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, je trouve que les relations entre les personnages prennent en ampleur, en profondeur, en complexité, tout prend un peu sens, tout s'imbrique. Et j'ai adoré les aventures de Colis et de l'autre personnage qu'on suit. J'ai adoré voir les relations entre les personnages évoluer et s'approfondir comme je viens de le dire. Et j'ai encore plus apprécié le langage qu'a construit MR Carré et qu'a admirablement bien traduit Patrick Couton. Puisque, comment dire, c'est très bien fait dans le sens où c'est un langage qui a évolué avec son temps. Il y a des petites choses qu'on arrive à reconnaître entre les lignes, des petites déformations. Je trouve ça très intelligent en fait d'avoir un livre post-apo qui se passe des années dans le futur et d'avoir eu aussi cette intelligence de faire évoluer aussi la langue de nos personnages puisque le monde est différent, la géographie est différente et leur langage à eux aussi est différent. Et il y a plein de petits clins d'œil comme ça que je trouve hyper intelligents. Par exemple, il me semble que c'est au début, Colis tombe sur un
un endroit, je veux pas spoiler même si ça n'a pas en soi énormément d'importance, mais tombe sur un endroit qu'il trouve effrayant. Vraiment c'est la chose la plus effrayante qu'il a jamais vue. Et quand tu cherches un petit peu des photos sur internet de cet endroit, à quoi il ressemble à l'heure actuelle, et que tu arrives à imaginer ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui n'est jamais sorti de son village et qui tombe sur ce lieu un petit peu étrange qui ressemble pour lui à un monstre. Enfin je sais pas, c'est super intelligent, c'est des petits clins d'œil comme ça à notre monde d'aujourd'hui. Là j'ai vraiment eu le combo que j'adore entre une histoire hyper engageante, divertissante, des personnages que je trouve hyper agréables à suivre, une plume qui est très très agréable, j'aime vraiment beaucoup la façon dont c'est écrit, et j'aime aussi le fait, et c'est peut-être ça qui m'a perturbée dans ce Newsies aussi, c'est que je suis passée de colis où vraiment on est dans la tête des personnages, et c'est des personnages qui ressentent tellement de choses. C'est des personnages qui éprouvent énormément d'amour et ça transparaît mais tellement fort dans leur façon de s'exprimer. C'est des personnages qui éprouvent de la peur, de la colère, de l'angoisse, de l'espoir, du désespoir. Il y a tellement d'émotions, ça explose. Et on suit nos personnages de manière très proche. On est vraiment avec eux, on est vraiment dans leur tête et on suit toutes leurs péripéties. Et c'est vrai qu'après je suis passée à ce Newsies où on avait ce prisme beaucoup plus large et beaucoup plus factuel, et c'est vrai que parfois nos lectures peuvent s'interconnecter et avoir un impact sur la façon dont on les apprécie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai hâte de lire la suite, je suis très contente que La Talente publie cette trilogie assez rapidement, puisque le premier volume il était sorti à l'automne dernier, celui-ci est sorti début mars et le troisième sortira en septembre il me semble. Donc voilà, à peu près un peu moins d'un an pour la parution d'une trilogie entière. Je trouve que c'est plutôt cool, ça me laisse le temps de lire d'autres trucs entre temps, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte parce que, encore une fois, on est sur une fin un peu cliffhanger où tu te dis ah ouais, genre je veux absolument savoir. Bon, cette vidéo chaotique est enfin terminée. J'espère que ça n'aura pas été trop chiant à regarder. Je pense que je vais me prendre la tête sur le montage, mais c'est pas grave. Ce sera quand même une vidéo au final qui peut-être aura une certaine uniformité, je l'espère. Il est presque midi, je suis debout depuis 8 h pour tourner cette update de 4 livres uniquement. Et j'avoue, je suis un petit peu au bout du rouleau. Je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé, parce que je pense que c'est des livres qui ont été pas mal lus quand même sur Booktube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.